flirte avec la science-fiction. Si on pouvait ramener à la vie des espèces disparues, des chercheurs ont présenté des avancées spectaculaires dans le domaine. Des animaux de chair et d'os qui rappellent des créatures longtemps oubliées. C'est la première espèce ressuscitée. Ces progrès font appel à des techniques de pointe, comme le génie génétique et le clonage. Des biotechnologies dont la portée dépasse largement la résurrection d'animaux mythiques. La nature va mettre des millions d'années à se remettre des extinctions que nous avons provoquées. Il faut qu'on accélère le processus. Mais cette accélération en inquiète plusieurs. Ça me semble être un domaine où il faut beaucoup plus de débat, de transparence et y impliquer tous les secteurs de la société. Reverrons-nous bientôt des mammouths dans la toundra, des dodos à l'île Maurice ou des tourtes voyageuses à Montréal? Bienvenue dans le monde fantastique de la désextinction. Ben Novak est tombé dans la marmite quand il était petit. J'avais 12 ou 13 ans. Je m'intéressais aux espèces disparues comme le thylacine et j'avais eu un coup de cœur pour un oiseau, le dodo. Inspiré par les volières de son grand-père colombophile, il s'est pris de passion pour les pigeons. J'étais dans une librairie. J'ai ouvert un livre et il y avait une photo. C'était un spécimen de tourte voyageuse. Je suis tombé amoureux. C'est ça qui m'a accroché. Ben est directeur scientifique de Revive and Restore, un organisme sans but lucratif basé en Californie qui se consacre à la sauvegarde d'espèces en danger, mais aussi éteintes. La désextinction, c'est une tentative d'effacer les impacts écologiques d'une extinction en réintroduisant une espèce dans l'environnement qui joue le même rôle qu'une espèce disparue. Pour lui, la solution passe par le génie génétique. C'est de créer quelque chose de nouveau qui contienne un peu d'ancien, en espérant que quand on le relâchera dans la nature, elle retrouvera ce qui lui manquait. Ce qui manque le plus à Ben Novak, c'est la tourte voyageuse, un oiseau qui vivait en énormes colonies dans les forêts de l'Est de l'Amérique du Nord. Ces volets immenses semaient le chaos partout où elles allaient. Et c'est ce chaos qui alimentait le cycle de la forêt et permettait aux autres espèces de vivre. C'est ça qu'on veut ramener. Le projet un peu fou de Ben a pris forme dans le groupe de recherche d'Hendrik Parnar pendant ses études de maîtrise. Hendrik est une sorte de détective du monde préhistorique. À l'Université McMaster, son équipe étudie l'ADN prélevé sur des dépouilles ou des ossements d'espèces disparues depuis des milliers d'années. C'est parti de l'idée de construire une sorte de machine à voyager dans le temps. Isoler des molécules figées depuis des milliers d'années et s'en servir pour répondre à des questions fondamentales sur l'évolution. Chaque découverte ajoute des détails à notre compréhension de l'arbre généalogique de la vie. Et depuis longtemps, l'ADN ancien traîne avec lui le fantasme de la désextinction. Hey Cole! Hey Hendrik. Cole Nickerson fait son doctorat avec Hendrik. Tu travailles sur les paresseux géants aujourd'hui? Oui, ils sont impressionnants. Le mégathérium, le mylodon. Pour extraire de l'ADN ancien, il faut éviter de le contaminer avec notre propre ADN et celui de ce qui nous entoure. Le laboratoire contient des os, des dents, des griffes d'animaux préhistoriques. Celui-ci est cool. Cole s'attaque à une vertèbre de paresseux géant, un animal de la taille d'un grizzly qui vivait en Argentine il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Cette poudre pourrait contenir ce qu'il faut pour recréer l'animal, au moins en partie.
Aujourd'hui, on peut séquencer un génome avec un niveau de détail que je n'aurais jamais cru possible. En principe, il y a là-dedans tout ce qu'il faut pour faire un paresseux de la taille d'un ours. Et pour un mammouth, ce serait pareil. L'idée, c'est d'identifier les portions du génome qui déterminent les principales caractéristiques de l'animal disparu. Un mammouth laineux, c'est un éléphant très poilu, avec de longues défenses recourbées et plus de gras. Donc, des éléments importants de sa physiologie, mais probablement surtout liés à son apparence. Puis, chez un proche parent, pour le mammouth, ce serait l'éléphant d'Asie, il faut remplacer des portions de l'ADN d'une cellule avec celles qui correspondent au mammouth. Après, ces cellules d'éléphant modifiées vont être reprogrammées pour former un embryon qui va être implanté dans une mère porteuse, une éléphante, pour finalement donner naissance à ce qui devrait ressembler à un mammouth. C'est simple sur papier, mais pas du tout dans la réalité. Company in Dallas called Colossal Biosciences. C'est pourtant ce qu'a annoncé en grande pompe l'entreprise Colossal au printemps dernier. Après avoir produit des souris à poils de mammouth, elle a dévoilé la naissance de 3 loups sinistres, un canidé disparu il y a près de 12 000 ans. Ces avancées ont fait exploser l'intérêt pour la désextinction et la valeur de l'entreprise. Beth Shapiro est bien connue dans le domaine de l'ADN ancien. The tools of de-extinction provide hope. Elle rêve de recréer des espèces disparues depuis des décennies. Il y a 2 ans, elle a pris congé de son poste de professeur à l'Université de Californie à Santa Cruz pour devenir la tête d'affiche scientifique de Colossal. Je ne parle pas français. J'espère que cette entrevue n'est pas en français. Depuis, elle multiplie les entrevues dans les studios du siège social de l'entreprise au Texas. Colossal est une entreprise de désextinction, mais nous sommes aussi une entreprise de conservation des espèces et des habitats. Nous mettons au point la prochaine génération d'outils pour protéger la biodiversité. Pour son projet de loup sinistre, Colossal a reconstitué son génome grâce à 2 spécimens conservés dans des musées. On s'est concentré sur des traits qui rendaient le loup sinistre unique en son genre, comme sa grande taille et sa musculature. Et une des choses cool qu'on a apprises de ces 2 animaux qu'on a séquencés, c'est qu'ils avaient un pelage clair. Ils ont ensuite modifié le génome de cellules du plus proche parent vivant du loup sinistre, le loup gris, à une 20aine d'endroits pour leur donner ces traits typiques de l'espèce disparue. Ensuite, on a cloné ces cellules avec la même technique qui a donné la fameuse brebis Dolly. On a obtenu un embryon qu'on a implanté dans une mère porteuse et c'est comme ça que nos loups sinistres sont nés. Ces travaux n'ont pas encore été publiés dans une revue scientifique. Mais les ambitions de Colossal sont à l'avenant. Elle promet de ramener le tigre de Tasmanie, le dodo et le mammouth, entre autres. Making a mammoth is hard. Chaque espèce candidate à la désextinction comporte ses propres défis. Ça signifie qu'on peut utiliser ces technologies chez des espèces vivantes pour les aider à s'adapter aux changements rapides de leur habitat et éviter qu'elles ne connaissent le même sort que le mammouth. Est-ce pour la science, pour l'éthique, pour le prestige, pour le profit? Les travaux de Colossal suscitent beaucoup de réactions, des plus enthousiastes aux plus acerbes. Si on modifie une poignée de gènes d'un loup gris pour qu'il ressemble à un loup préhistorique, qu'est-ce qu'on a vraiment créé? They are still gray wolves. They've just been kind of photoshopped. Ben Novak est bien au fait de ces critiques. Les technologies qu'on souhaite utiliser et leurs applications sont d'intérêt et ont un impact pour la société. Il se rend au Connecticut rencontrer un sceptique affiché de la désextinction. Hey, how are you? Hello, Dr. Nice to Kaplan. see you. Nice to meet you. How you doing, Roy? She's very friendly. Yeah. You don't mind No, dogs? I know you no, like I've got pigeons, but yeah, I've got a dog of my own. Le bioéthicien Arthur Kaplan ne cache pas ses inquiétudes sur la manière dont le domaine évolue.
Une bonne partie de cette science ne se retrouve pas dans des revues révisées par les pairs. Et ça m'agace. Il s'inquiète du manque de transparence, des effets d'annonce, mais aussi des risques inhérents au clonage et du bien-être des animaux dans ces projets. Ça dépend encore une fois où on trace la ligne de ce qui est acceptable. Qui prend ces décisions? Vous trouvez que vous avez assez de contributions éthiques? Surtout, il se demande qui devrait avoir le droit de décider quoi sauver de l'extinction et dans quelles conditions. Si une compagnie évaluée à des milliards de dollars décide seule de modifier des animaux ou encore de les ressusciter, pendant que tout le monde apprend ça dans le journal, ça ne me paraît pas idéal. Ces craintes vont plus loin que les animaux. Dans un article récent, Arthur Caplan alerte sur la possibilité qu'on essaie un jour de ramener à la vie une espèce humaine préhistorique. Une souris un peu bizarre, à poils longs, c'est une chose. Mais c'en est une autre de dire « Hey, bonne nouvelle! On peut utiliser ces techniques pour favoriser l'eugénisme et créer des super individus. » Ce scénario n'est peut-être pas sans fondement. La direction de Colossal croit que certaines des technologies qu'elle développe pourraient être utiles en santé ou en reproduction humaine. Une ancienne employée a d'ailleurs récemment cofondé une entreprise qui souhaite modifier génétiquement des embryons humains pour les protéger de certaines maladies. Il y a des gens qui souhaitent développer ces technologies pour les humains. Et j'espère qu'ils le font de manière éthique et transparente, comme Colossal le fait pour les animaux. Et de façon à offrir la possibilité d'évaluer ces technologies et de développer un cadre éthique responsable pour leur utilisation future. Mais même quand on ne parle que d'animaux, ces projets divisent. Je ne crois pas qu'on ait besoin du loup sinistre pour des raisons écologiques. Pour certains projets, je ne vois aucun bénéfice environnemental. Recréer des animaux qui jouaient un rôle il y a des milliers d'années pour affronter les défis d'aujourd'hui? J'ai des gros doutes. Et avec nous en duplex depuis Montréal, Gaëlle Lucia Berdou, journaliste à Radio-Canada. Merci d'être avec nous, Gaëlle. Avec nous également en plateau, Lionel Cavin. Vous êtes paléontologue, conservateur au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Vous êtes également l'auteur du livre « Les rebondissements du vivant » aux éditions du Cavalier Bleu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Gaëlle Lucia Berdou. Alors déjà, voilà pour cette large extrait de ce reportage que l'on peut voir dans son intégralité sur le site du magazine Découverte. Alors Gaëlle, certains scientifiques estiment que ce n'est pas une bonne idée de faire revivre ces espèces. Quelles sont leurs craintes? Quels sont leurs arguments? Elles sont de plusieurs natures, elles sont multiples, on l'évoque un peu dans le reportage. D'abord, il y a beaucoup d'inquiétudes à propos du sort de ces animaux-là qui sont impliqués dans ces projets de recherche. Par exemple, des biotechnologies comme le clonage ont des taux de succès encore aujourd'hui qui sont loin d'être parfaits et souvent qui ne sont pas très bien connus ou pas toujours rapportés par les entreprises, par exemple, qui utilisent ces méthodes-là. Donc, ça fait partie des inquiétudes. On s'inquiète aussi, par exemple, pour le sort des animaux qui seraient créés, par exemple, dans ces projets de désextinction. Sont-ils appelés à rester en captivité? Donc, toutes sortes de questions éthiques autour de ça. Des questions aussi financières, parce que ce sont des projets qui coûtent cher, qui sont éminemment complexes. Et peut-être que c'est de l'argent que certains verraient mieux investi ailleurs pour le bien de la biodiversité. Et puis, il y a aussi toutes sortes de questions autour de l'approche de cette entreprise qu'on voit dans le reportage qui s'appelle Colossal Biosciences, qui est en train de devenir le joueur principal dans ce domaine de la désextinction.
et qui a une approche, par exemple, de relations publiques relativement agressive, à grand renfort de vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça met certaines personnes mal à l'aise de voir qu'une entreprise privée est en train de prendre un peu le haut du pavé, si vous voulez, de ces projets-là. Aussi parce que ce qu'ils font n'est pas toujours ou pas toujours immédiatement, en tout cas, accessible aux chercheurs. C'est souvent présenté publiquement avant d'être publié dans des revues ou dans des articles révisés par les pairs, comme la communauté scientifique a l'habitude de le faire. Donc, il y a parfois des inquiétudes autour de cet aspect-là aussi. On va revenir vers vous, Gaëlle Lucia Berdou, mais vous, qu'en pensez-vous, Lionel Cauvin, de cette désextinction, c'est-à-dire le fait de faire revivre des espèces animales disparues? Bonne ou mauvaise idée Et puis, quelles sont les espèces à sélectionner, finalement, si on veut en faire revivre certaines? C'est une très vaste question sur le principe de réintroduire des espèces qui n'existent plus dans certains environnements. Je trouve que ça peut être une idée peut-être intéressante. Maintenant, la manière dont c'est présenté par Colossal Biosciences, je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que comme ça a été dit, l'idée est essentiellement de faire revenir à la vie soi-disant des espèces disparues, mais qui sont en fait des espèces actuelles très légèrement modifiées. Toujours les espèces choisies sont des espèces emblématiques. Il s'agit le mammouth, le dodo. Du loup terrible, mais c'est des espèces qui probablement n'auraient pas forcément un grand intérêt à être réintroduites dans leur environnement. Donc là, on ne parle pas vraiment de protection de la nature, protection de l'environnement, mais on parle plutôt de chose un peu relation, un peu marketing, en fait. Et en l'occurrence, les personnes qui investissent dans cette compagnie n'investiraient certainement pas dans des mesures de protection de l'environnement. Est-ce que ça ne peut pas jouer aussi en défaveur de la lutte contre l'extinction des espèces, en se disant si on peut faire revivre des espèces animales, finalement, pas de besoin de protéger certaines espèces en voie de disparition? Quand on a écrit notre livre avec mon collègue Nadir Alvarez, on pensait que c'était pas un risque, parce qu'on s'est dit non, quand même, on va pas. C'est deux choses différentes. On va continuer de protéger les environnements, ce qui est la priorité évidemment, protéger les espèces. Et puis à côté de ça, pourquoi pas essayer de réintroduire des espèces qui ont disparu. Mais en fait, l'année passée, le secrétaire d'État à l'intérieur états-unien a déclaré qu'en fait la désextinction était la solution pour la conservation de la nature, ce qui est évidemment quelque chose d'horrible à entendre. Et non, si désextinction il doit y avoir, c'est certainement pas pour remplacer les programmes de conservation. Gaëlle Lucia Berdou, vous avez rencontré justement les équipes de Colossal Biosciences qui a lancé l'entreprise une grosse opération de relations publiques autour, on va dire entre guillemets, de ses créations. Comment est-ce perçu dans le monde scientifique? L'approche de Colossal, vous voulez dire? Oui. C'est perçu avec beaucoup d'intérêt quand même. C'est une entreprise qui aujourd'hui est évaluée à plus de 10 milliards de dollars, donc il y a quand même des moyens pour travailler. Il faut savoir aussi qu'ils ont recruté énormément de chercheurs dans divers laboratoires, parfois universitaires, publics, aux États-Unis, entre autres. Donc, ils ont quand même une équipe compétente. C'est perçu de cette manière-là, mais il y a aussi, si vous voulez, un peu de malaise autour de ça, peut-être un peu de jalousie aussi devant l'ampleur des moyens dont ils semblent disposer aujourd'hui. Et puis, il y a toute cette question dont je parlais de l'accès à leurs résultats. C'est-à-dire que dans la communauté scientifique, ces gens-là se connaissent, échangent des informations, mais ce qui est publié par Colossal est parfois limité. Les chercheurs aimeraient bien parfois avoir accès à un peu plus de données sur ce qu'ils font précisément. Et puis, il y a toute une inquiétude aussi autour justement de la posture qu'ils ont choisi d'avoir, c'est-à-dire qu'ils sont très présents publiquement sur les réseaux sociaux, etc. Et le milieu scientifique n'est pas toujours un milieu qui cherche ça. Donc, ça crée aussi un certain malaise et des inquiétudes autour de la réaction que le public pourrait avoir devant cette méthode-là et la manière dont ils mettent de l'avant ce qu'ils font. Eux, leur réponse, c'est que, en gros, ce sont des projets qui ont besoin d'avancer si on veut
justement travailler en faveur de la biodiversité, de la conservation, et qu'en gros, parlez-en bien, parlez-en mal, mais qu'on en parle. Lionel Cavin, faire revivre ces espèces, est-ce qu'on fait vraiment revivre ces espèces ou est-ce qu'il s'agit justement d'une copie, d'une version hybride à travers notamment le clonage? Oui, alors pour l'instant, on ne fait pas encore revivre des espèces disparues. On modifie des espèces actuelles pour les faire ressembler à des espèces disparues qui ont disparu il y a très peu de temps. Et petit à petit, si on continue ce processus-là, on pourrait effectivement, en modifiant le génome d'une espèce actuelle et en modifiant ses gènes de manière à ce que ce soit des gènes d'espèces disparues, on pourrait se rapprocher d'une espèce disparue. Donc on est entre deux. Mais après, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Une espèce évolue dans le temps, elle évolue dans l'espace, donc c'est toujours très difficile. Ce ne sont pas des entités comme ça pures, même dans la nature. Et où on trouve l'ADN justement des espèces disparues? Alors on le trouve souvent dans les fossiles, eaux, comme on le voit dans les fossiles, c'est-à-dire des fossiles récents, des fossiles qui ne sont pas encore transformés en roches en quelque sorte, et dont les gènes sont encore préservés. Donc on peut maintenant séquencer, lire les gènes d'espèces disparues récemment. Alors ça c'est valable pour quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années au plus. Au-delà, ça ne marche plus. Gaëlle Lucia Berdou, quand on parle de désextinction, on pense notamment souvent aux dinosaures du film de Jurassic Park. Est-ce qu'on s'en approche de plus en plus ou pas? Bon, il y a quelques années, on vous aurait dit on n'est pas capable de trouver de l'ADN en bon état, si vous voulez, suffisamment en bon état pour pouvoir le décoder ou le lire, entre guillemets, au-delà de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Or, dans les dernières années, des chercheurs ont publié des travaux où ils disent avoir retrouvé de l'ADN lisible, entre guillemets, qui a jusqu'à 2 millions d'années. Donc, cette date limite, si vous voulez, au-delà de laquelle on se disait qu'on n'arriverait jamais à retrouver de l'ADN utilisable pour des projets, par exemple, de désextinction, recule un peu dans le temps, mais enfin, il faut bien dire qu'on est encore très loin des 65 millions d'années et plus depuis lesquelles les dinosaures ont disparu. Donc, le scénario Jurassic Park, si vous voulez, risque de rester un scénario de film pendant encore un petit moment. Lionel Cavin, on parle souvent de la désextinction du mammouth. Est-ce qu'on pourrait déséteindre, enfin en tout cas faire revivre, ressusciter? Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais peut-être c'est le terme qui est le plus facile à entendre pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on pourrait ressusciter le dinosaure, par exemple? Ça pose en tout cas un problème de place, à minima. En fait, on n'a pas besoin de déséteindre les dinosaures puisqu'ils existent encore. Les oiseaux sont des descendants directs des dinosaures, donc font partie du grand groupe des dinosaures. Mais si on ne joue pas sur les mots de cette façon-là, on pourrait, par contre, pas récupérer des gènes de dinosaures fossilisés pour les raisons que j'ai présentées tout à l'heure. Ce qu'on pourrait faire, ce que certains ont cherché à faire, mais de manière très académique, sans vouloir réellement recréer un dinosaure, c'est de modifier un dinosaure actuel, c'est-à-dire un poulet, par exemple, qui est un dinosaure, et de le faire acquérir, de lui faire retrouver des caractéristiques de dinosaure. Donc de reproduire des dents, par exemple, chez un poulet. Donc ça, c'est peut-être possible en contrôlant... D'où l'expression quand les poules auront des dents. Donc les poules avaient des dents, en tout cas, leurs ancêtres avaient des dents. Donc les poules pourront à nouveau avoir des dents. Donc en modifiant un petit peu le contrôle génétique lors du développement, on pourrait faire réapparaître des dents chez une poule, faire réallonger sa queue par exemple, et puis là on aurait une espèce de bébé vélociraptor. Mais encore une fois, l'objectif là n'est pas de faire revenir ces espèces à la vie, c'est plutôt d'étudier les mécanismes du développement, et ça a un certain intérêt d'ailleurs. Gaëlle Lucia Berdou, ces espèces, si on arrivait à les déséteindre, donc à les ressusciter, elles pourraient être relâchées dans la nature ou devraient-elles ensuite être gardées en captivité? Quel est le plan? Ça dépend à qui vous posez la question. Oui. Et ça dépendra peut-être de l'espèce aussi. Dans le cas de Colossal Biosciences, les loups qu'ils ont créés, fait naître, pour l'instant, ne sont pas du tout appelés à être réintroduits en nature. Et certains vous diront heureusement parce que c'est un grand prédateur. Or, des grands prédateurs, aujourd'hui, des espèces bien vivantes sont déjà parfois en grande difficulté dans leurs écosystèmes. Si on devait remettre d'autres grands prédateurs qui sont au sommet de la chaîne alimentaire dans le même type d'écosystème, que créerions-nous et quel risque est-ce que ça encourrait? Mais la question se pose aussi pour, par exemple, leur grand projet de recréer des mammouths. Là, leur objectif affiché, c'est quand même éventuellement de réintroduire des mammouths dans la nature, dans la toundra. Évidemment, ça ne fera pas l'affaire de tout le monde. Et je laisse à chacun l'imagination de voir ce que ça pourrait donner.
Oui, effectivement, il va falloir trouver de la place et recréer un écosystème, Lionel Cavin. L'objectif est effectivement de recréer des écosystèmes qui sont déséquilibrés par la faute de l'homme. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'homme est à l'origine de l'extinction de la mégafaune. Oui, mais il faut beaucoup de place quand même pour accueillir des mammouths. Il faut beaucoup de place, falloir faire beaucoup de place. Je pense que la nature a sa place et il faudrait lui en laisser un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des ambitions, Lionel Cavin, aussi de ressusciter des espèces végétales ? Alors là, la problématique se pose un petit peu différemment pour les espèces végétales parce que, en fait, elles ont des formes de dormance qui sont tout simplement des graines, la majorité des plantes, qui existent encore dans les jardins botaniques, dans les herbariums. Et l'idée est plutôt de faire regermer certaines de ces graines, d'espèces disparues notamment, pour les faire revenir. Donc l'approche est un petit peu différente par rapport à celle des animaux, mais effectivement, il y a aussi des projets dans ce sens. Lionel Cavin, merci d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde, l'hebdo